Donc les défis énergétiques en Méditerranée sont divers et variés. Au nord, il s'agit principalement de la sécurité d'approvisionnement, puisque la moitié de la consommation brute d'énergie est couverte par des importations de pétrole et de gaz. Et c'est aussi l'intégration des marchés de l'énergie européens tout en réduisant les émissions de CO2. Alors qu'au sud et à l'est de la Méditerranée, il s'agit principalement d'une situation différente, puisque quatre pays sont producteurs de pétrole et de gaz, l'Algérie, la Libye, l'Égypte et la Syrie, dont deux en guerre. Une demande énergétique qui est beaucoup plus forte qu'au nord, plus de trois fois plus. Pas d'énergie nucléaire. Donc, je dirais que les deux défis sont d'une part d'accroître la capacité de production d'électricité pour couvrir les besoins notamment démographiques, d'intégrer les réseaux. Et un deuxième défi concerne aussi le gaz. D'une part, des champs de gaz ont été découverts au large de l'Égypte et d'Israël. Et il s'agit de voir combien ça représente et comment peuvent-ils être exploités. Donc voilà donc les principaux défis. Les perspectives de la coopération euro-méditerranéenne sont importantes. Les coopérations ont toujours existé, par exemple, entre l'Algérie, qui est le pays majeur en termes énergétiques, et la France pour l'exportation de gaz par méthanier. Et les nouvelles perspectives se traduisent par l'annonce récente, notamment de la Commission européenne, de créer trois plateformes régionales. La première plateforme électricité a été annoncée en juin 2015 au Maroc. La deuxième plateforme gaz a été annoncée à Bruxelles. Et il y a donc une troisième plateforme qui va être annoncée pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique au Caire en Égypte. Et ça va créer de nouvelles perspectives pour renforcer les coopérations euroméditerranéennes. Alors, les recommandations qu'on pourrait faire pour renforcer l'intégration régionale, notamment lors de la COP 21, est bien évidemment de soutenir cet accord global contraignant qui devrait être signé lors de la COP 21, puisqu'actuellement, on a une situation un petit peu déséquilibrée avec les pays du Nord qui sont signataires de l'annexe 1 et qui sont contraints à réduire leurs émissions de CO2, alors que les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée ne sont pas contraints. Et si jamais le prix du carbone devait monter à 50 euros la tonne, ça pourrait créer un déséquilibre important. La deuxième recommandation, ça serait de demander plus d'informations sur le fonds vert pour voir comment les allocations régionales vont être faites. On ne sait pas très bien comment les fonds vont être alloués entre la Méditerranée par rapport à l'Asie, l'Amérique du Sud. Et sur quels critères ça va fonctionner? Est-ce que c'est sur projet par projet? Est-ce que le fonds va directement prêter ou investir dans des projets méditerranéens? Ou est-ce que ça va transiter par des banques de développement? Troisième recommandation, on pourrait dire qu'il est important que ces plateformes régionales qui se mettent en place montent en puissance rapidement et surtout interagissent intelligemment avec les agences existantes. Et je pense à l'agence pour les énergies renouvelables internationale qui est à Abu Dhabi. Il faudrait que IRENA soit bien coordonné avec l'agence régionale qui sera mise en place au Caire, par exemple, et que tout ça fonctionne bien. Et enfin, pour terminer, la recommandation est bien évidemment de renforcer tout ce qui est enseignement et recherche dans les énergies renouvelables, efficacité énergétique, sans forcément créer de nouveaux instituts, mais en capitalisant sur les instituts technologiques qui existent déjà en Méditerranée, sur les écoles d'ingénieurs, sur les universités, de manière à développer des enseignements et de la recherche interdisciplinaires.